Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour plutôt. Nous voilà de retour en direct sur les supports de la DITP, sur les supports d'Acteurs Public TV. On est en direct, vous pouvez aussi nous voir en replay. Et puis vous êtes là en présentiel. Nous respectons toutes les conditions sanitaires de sécurité. Cet enregistrement se passe au lieu avec un L majuscule, le lieu de la transformation publique, lieu où se passe un certain nombre d'événements, sachant que ce mois de l'innovation publique porté par la DITP se déroule partout en France, près de 400 événements. Vous pouvez réagir, vous pouvez témoigner, vous pouvez nous poser vos questions sur l'adresse mip@acteurpublic.com qui apparaît en bas de vos écrans. Sur cette première table ronde, l'heure qui vient de s'écouler, pas mal de questions. Je n'ai pas pu toutes les relayer, je vais m'y attacher dans cette heure qui vient. Le thème de cette journée, à la fois ce matin et cet après-midi, l'enjeu de confiance, la confiance au cœur de la transformation publique, la confiance au cœur de l'intervention publique. Marcel Guénoun, directeur de projet à la mission Expérience Usagée, vous avez conçu cette journée autour de la confiance. Je vous laisse introduire notre deuxième table ronde et présenter comme il se doit nos trois invités. Merci Sylvain. Oui, effectivement, cette deuxième table ronde, elle vise à creuser le thème qu'on a abordé de manière très générale au niveau de la relation entre les États et les citoyens au niveau très macro, dans une question plus précise, la confiance dans le management. Il se trouve que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on voit émerger dans le secteur public, dans le secteur privé, des modes de management, des modalités de management qui appellent à faire confiance des dirigeants vers les agents, le management intermédiaire, pour descendre jusqu'au niveau du terrain. À ce management par la confiance s'ajoute l'idée que si on fait confiance aux usagers et si on responsabilise les agents au contact, alors on va aussi améliorer la confiance des usagers dans le service. C'est la thématique qui a souvent été évoquée, de symétrie des attentions, l'idée de dire que si on veut qu'un usager soit bien considéré, il faut commencer par considérer la personne qui est au contact de lui. Donc du coup, il n'y a plus, semble-t-il, de distinction entre le management en interne et la relation usager ou la relation client. Et justement, pour réfléchir aux enjeux et aux modalités de ces nouvelles formes de management tant interne qu'externe, si tant est que du coup ça ait toujours de sens de séparer les deux, on a invité, et merci de leur présence, trois grands spécialistes du sujet et qui nous permettent aussi d'aborder la diversité des situations. Alors je commence dans la présentation par les collègues étrangers. Jean-Marc Vandenberg, merci de votre présence. Vous êtes tout récemment arrivé à la tête de l'Office national de l'emploi, l'équivalent des ACEDIC belges dont vous êtes administrateur général. On a également François Julia qui est directeur de la relation client à distance et voyage en groupe au sein de Voyage SNCF. Et là, pour le coup, la SNCF, c'est parfaitement intéressant dans le cadre de cette journée puisque vous êtes à la charnière du public et du privé, en tout cas de mission d'intérêt général et d'une relation client très exigeante. Et last but not least, et d'ailleurs je vais vous donner la parole en premier, nous avons Benoît Méronin qui est à la charnière de la théorie et de la pratique, puisque vous êtes professeur de marketing à Grenoble École de Management, spécialiste de marketing dans le service public et dans les entreprises privées, mais vous êtes aussi directeur de la stratégie du groupe Chorus qui justement s'occupe d'aménagement des espaces dans une logique d'amélioration des dynamiques de groupe dans les organisations. Et vous avez beaucoup travaillé sur l'asymétrie des attentions et plus récemment, vous avez voulu étendre la problématique avec le management par le CARE. Alors justement, c'est la question que je voudrais vous poser. En quoi consistent ces nouvelles formes de management, tout simplement? Les questions les plus simples appellent toujours des réponses compliquées. Déjà, la symétrie d'attention, c'est important de le rappeler, en tout cas en France, ça a émergé à la fin des années 2000, en fait, dans un contexte assez intéressant à rappeler, puisque c'était celui du monde de l'hôtellerie, en fait, le monde Accor,
qui, au moment de se réinventer quelque part, en tout cas d'inventer une nouvelle marque, s'est posé des questions assez fondamentales sur ce que veut dire finalement qu'être hôtelier. Et en fait, la racine, quand on est hôtelier, en fait, on vient de cet univers de l'hospitalité, c'est-à-dire comment accueillir finalement l'autre. Et à partir de là, en tout cas, une partie du groupe a ressenti la nécessité de se dire, finalement, si on veut réussir à cranter quelque part dans la capacité à accueillir finalement l'autre, il faut qu'on ait déjà finalement une capacité d'accueil de nos propres collaborateurs qui soit finalement au même niveau de jeu. C'est-à-dire que, on voulait hisser le niveau d'exigence par rapport à la relation client, est apparu finalement ce principe qui est devenu un principe finalement managérial depuis maintenant une petite quinzaine d'années, de dire finalement prenons soin de nos équipes pour qu'elles prennent soin de nos clients. Et finalement, à partir de ce monde d'accord, finalement, ce principe managérial s'est développé dans pas mal d'organisations, y compris à la SNCF, avec finalement ce postulat de départ qui était de dire on a développé toute une approche méthodologique et conceptuelle autour finalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. Mais à l'hôpital, ça peut être l'expérience patient, plus globalement l'expérience usagée dans les services publics. Et de se dire, finalement, on va devoir quelque part qualifier un petit peu finalement cette expérience client. On va devoir finalement se donner une vision cible, embarquer les équipes par rapport à cette vision cible. Et donc, en symétrie, en miroir, on va essayer de qualifier de la même façon, finalement, ce qui est attendu du management. Et donc, de se dire, de la même façon, on va se donner une vision cible, quelque part, du management. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, le constat que je fais, c'est qu'en 2021, il y a encore beaucoup d'organisations privées, en tout cas, y compris des grandes organisations, qui sont encore un petit peu dans le flou par rapport à cette question-là, et qui définissent ou redéfinissent, alors ce qu'elles appellent un référentiel ou un modèle managérial, peu importe le terme, mais en tout cas, qui se donnent là aussi cette vision cible. Et donc, on est vraiment parti du client, du patient, de l'usager, pour en arriver finalement aux collaborateurs. Quelque part, c'était un constat d'échec, en fait. C'est-à-dire de se dire, finalement, à un moment donné, puisque vous parlez de la confiance, est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on arrive à embarquer finalement nos équipes? Je suis parti du monde d'accord, donc on est quelque part dans une industrie de main-d'œuvre, c'est-à-dire fondamentalement quelque chose qui se joue entre deux personnes à personne. Et bien, finalement, si on veut embarquer nos équipes, si on veut effectivement aligner aussi quelque part les pratiques, les manières de faire dans la relation à l'autre, eh bien, il va falloir hisser le niveau de management, il va falloir être beaucoup plus exigeant aussi en matière de management. Et donc, voilà, c'est cette histoire-là, la symétrie des attentions. Et puis après, effectivement, on en arrive à l'éthique du care. Oui, alors justement, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Manager l'expérience client collaborateur. Donc les deux vont ensemble vers l'éthique du care qui veut dépasser la symétrie des attentions, le management bienveillant, éventuellement le management libéré. Et là, pour le coup, je répète ma question, c'est facile pour moi, ça consiste en quoi? Alors déjà c'est pas un effet de mode. Moi, j'ai réfléchi à cette question depuis 2017. L'ouvrage que j'ai co-signé, puisqu'on est trois à bord, en fait, et dont un philosophe, est sorti en février 2019. Et c'est vrai le paradoxe de l'époque, c'est que la pandémie, finalement, si ce n'est rendu populaire, en tout cas, a contribué à vulgariser un petit peu cette notion d'éthique du care, d'éthique du prendre soin. Il faut savoir pour les francophones que c'est volontaire, qu'il y a eu des tas de débats sur faut-il franciser cette notion de care, C-R-E, donc de parler d'éthique du prendre soin ou d'éthique de l'attention à l'autre. Le choix qui a été fait, en tout cas par les philosophes en France, c'était de dire on va conserver le terme anglo-saxon qui est beaucoup plus riche en termes de signification. Et en fait, cette forme d'éthique, elle est intéressante parce qu'elle est née aux États-Unis dans un contexte qui n'a rien de managérial, puisque c'était une réflexion, on va dire, d'essence féministe et plutôt politique aussi. Et donc, elle est née aux États-Unis, finalement, il y a une quarantaine d'années. Et puis elle a cheminé assez logiquement quelque part jusqu'au monde des soins en France, c'est-à-dire le monde de l'hôpital public en particulier, où malgré tout, elle reste quand même encore quelque part une aventure à construire. Moi, j'interviens régulièrement dans ce secteur-là et je vois bien que la notion de prendre soin, évidemment, est assez évidente, mais la notion d'éthique du care est encore quelque chose qui mérite d'être creusé et questionné. Et à partir de là, tout mon questionnement était de dire finalement cette forme d'éthique, en quoi elle nous aide finalement à repenser des vieilles questions serpents de mer qui n'ont rien de très original dans le management, et en particulier la question de la confiance. Mais aussi la question effectivement de la délégation, la question du pouvoir d'agir, pour le dire comme on le dit en éthique du care. Et donc finalement un certain nombre de grandes questions, en partant d'un postulat là aussi, qui est de se dire, mais finalement, cette notion du prendre soin, qui est quelque chose de si évident dans nos vies, au quotidien, je pense qu'on est tous ici parents, pères ou mères de famille, quelque chose qui est consubstantiel quelque part à notre existence même sur cette planète, qui fait qu'un jour nos parents ont pris soin de nous et qu'à notre tour nous prenons soin de nos parents âgés et puis de nos enfants. Et bien c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à transposer en fait dans la pratique professionnelle. Et finalement, cette éthique du care nous renvoie quelque part à cette réalité finalement assez triviale, mais qu'on a tendance à occulter un petit peu dès lors qu'on
qu'on quitte quelque part les habits de parents ou de proches ou de personnes, on va dire, à titre privé ou domestique, et puis qu'on devient un professionnel. On perd un petit peu ça de quelque part de vue. On a l'impression que le prendre soin dans l'entreprise ou l'attention à l'autre, c'est un truc de bisounours. Moi, j'ai souvent entendu, mais comme je l'ai entendu depuis 15 ans autour de la symétrie et des attentions, c'est pas le cas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, Marcel. Mais en tout cas, voilà, c'est ce cheminement-là. On est quelques-uns, pas très nombreux en tout cas en France aujourd'hui, à se poser vraiment la question de se dire, à partir du moment où on veut replacer l'humain au cœur de l'entreprise, qui est une espèce là aussi de leitmotiv qu'on entend en permanence, eh bien, il faut en revenir à une vision de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Et l'éthique du Caire, de ce point de vue-là, propose sa grille de lecture à elle, qui n'est pas, c'est pas une tautologie, c'est pas un dogme, c'est rien de tout ça. En tout cas, moi, c'est une source d'inspiration. Et simplement, c'est une vision de ce qu'est l'homme nécessairement en relation avec les autres. Et à partir de là, on voit bien le fil avec la symétrie des attentions. On verra tout à l'heure s'il y a des échos entre les démarches qui sont développées en ce moment par l'administration, l'aller vers dans le cadre de la crise de la Covid, anticiper les besoins, l'administration proactive, et cette notion de prendre soin qui signifie quand même une vigilance à tous les signaux, même quand ils ne sont pas complètement explicites. Mais on continue sur le lien entre théorie et pratique, puisque si Benoît est un chercheur trouveur, il se trouve que Jean-Marc est un manager qui est aussi un chercheur, puisque vous venez de rejoindre, on vient de le dire, l'Office national de l'emploi en Belgique, mais vous avez été pendant de longues années administrateur général de la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. En même temps, alors que vous étiez en train de conduire la transformation de cette institution, vous avez fait une thèse sur le changement organisationnel où vous cherchiez à capitaliser, à réfléchir le changement et la libération que vous étiez en train de mettre en place dans votre organisation. Donc j'en arrive à mon point. La Belgique est depuis 15 ans le pays leader en matière d'administration libérée, notamment depuis la réforme Copernic et les transformations qui ont été mises en place au sein du SPF, du service public fédéral de la sécurité sociale, avec son plan Novo par exemple. Alors du coup, moi j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez fait, en quoi ça a consisté ce changement de management que vous avez opéré au sein de la CAPAC, et du coup, à partir des leçons que vous en avez tirées, qu'est-ce que vous projetez de faire à l'Office national de l'emploi? Oui, alors pour placer le contexte par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai une approche un peu différente par rapport à la symétrie ou l'asymétrie. Moi, j'ai l'impression que c'est asymétrique, en fait. Alors, je suis convaincu qu'il faut les deux. Mais dans le secteur de la sécurité sociale, où je travaille depuis plus de 15 ans, la notion de care, elle est un peu dans les valeurs. Les collaborateurs qu'on recrute, ils ont envie de jouer un rôle dans la société, d'aider les citoyens, d'être solidaires. Donc, c'est un truc qui est un peu sous-jacent, pas nécessairement travaillé par les managers, mais ça existe depuis longtemps. Par contre, la confiance dans l'organisation, c'est quand même assez nouveau. Il y avait plutôt une forme de méfiance. Les fonctionnaires sont quand même un peu paresseux, on le sait, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à... Excusez-moi. Allez-y. Et donc, quand j'ai commencé comme manager, j'étais un manager, je pense, un peu classique. Donc, on regarde les résultats, c'est un peu l'époque des chiffres, et c'est quand même ça qui était important. C'est pas totalement vrai, mais c'était quand même un cycle, c'était important. Et donc, à un moment donné, en effet, c'est le cas que j'ai étudié, l'introduction de ce qu'on appelle le New Way of Working, donc l'entreprise libérée, où on fait confiance aux collaborateurs et où on leur laisse une grande autonomie en ce qui concerne le lieu de travail, le temps de travail. On arrête les pointages qui ne servent à rien, à mon avis, mais bon, ou pas ça. Et aussi une grande autonomie dans le travail individuel et collectivement. Et donc là, il faut faire un switch. Et la transition est pas facile, même comme manager, parce qu'il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'on va leur faire confiance? Et celui-là, on sait quand même qu'il ne travaille pas trop. Je l'ai vu jouer une fois sur son ordinateur. Enfin, en fait, toute une série de bêtises, je pense. Et donc là, on s'est dit, on va changer le monde. Enfin, ils se sont dit d'abord, mais j'étais assez proche. Donc, et puis, je les ai étudiés par après. Je les connaissais bien, les gens
gens qui ont eu l'idée en 2006. Et ils ont dit, on va donner cette confiance, on va changer les valeurs. Et pour que ça marche, il faut qu'on mesure, enfin, il faut qu'on évalue au résultat. Donc plutôt ex post plutôt que ex ante. Et on va voir si les gens, individuellement ou collectivement, remplissent leurs objectifs quantitatifs, qualitatifs et comportementaux, individuels et d'équipe. Et donc c'est tout ce truc-là. Et pour ça, il faut les mesurer, évidemment. Donc il faut quand même qu'on sache où on va. Et ça a demandé un gros investissement chez eux. Et puis ils ont introduit le truc déjà au 1er janvier 2009. L'idée 2006. Et puis ils sont partis comme des fous parce que moi j'étais manager un peu à côté et tout le monde les regardait, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis ça a marché et maintenant déjà depuis plusieurs années, tout le monde a commencé à rentrer dedans en 2013-2014, moi aussi. Et maintenant, même avant la crise, on se dit mais quoi d'autre, quoi? What else, quoi? On ne conçoit plus la logique autrement. Alors en France, on nous a dit c'est impossible d'introduire ça chez nous. Moi j'y crois pas. Je crois à l'inverse de Kiert, pour transposer au copy-paste. Je pense qu'il faut le faire. Mais ne pas le faire, c'est le pari de Pascal, quoi. Si vous le faites pas, vous allez rater un truc, alors que, je pense qu'il faut. Et la crise Corona a accéléré les choses. C'est-à-dire qu'on faisait confiance, on faisait un jour de télétravail, parfois deux. Maintenant, on est retourné à full télétravail mardi dernier, d'ailleurs, chez nous, avec la crise qui repart. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, mesurer le temps de travail et ne pas faire confiance à un collaborateur qui est constamment à la maison, bonne chance, les gars. Si vous voulez contrôler, vous allez demander un rapport tous les jours, vous n'allez pas le lire. Si vous avez 10 collaborateurs, vous allez vous les lisez la première semaine, et puis après, vous les lisez pas. Donc, il n'y a pas le choix. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut le faire. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Il faut amener ça pour les collaborateurs. Chez nous, c'est le cas. C'est le cas dans mon ancienne administration et c'est le cas à 95% dans ma nouvelle, où ça fonctionne comme ça et ça fonctionne pas mal. C'est un autre mode de management, mais bon, on ne le remet plus aux questions. Et donc, pour l'amener, évidemment, il faut ça c'est la gestion du changement, il faut des processus d'intéressement, il faut de la légitimité, il faut que les gens se disent, oui, c'est la bonne chose à faire. Et à l'époque, d'ailleurs, le gars qui a lancé ça, Frank van Mossenhoven, et il a dit, mais on va faire confiance, non? Et puis après, il a dit, mais on va avoir une orientation usagée. Alors, tout le monde dit, ah oui, il faut une orientation usagée. Puis une orientation résultat. On veut des résultats quand même. L'administration doit faire. Oui, tout le monde doit faire. Et puis avec des choses. Et puis on veut des collaborateurs responsables. Oui, évidemment. Et puis il a avancé comme ça. Et toutes des choses où tout le monde a dit, oui, il faut le faire, oui, il faut faire. Il l'a fait, ça a bien marché. Ils ont eu de bons résultats et tout le monde est rentré dedans. J'ai 300 pages sur le sujet, c'était une petite synthèse. Donc évidemment, oui, je vous en prie. Donc ça c'est la partie interne. Je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire. Maintenant, il faut une orientation résultat. Si vous ne faites pas ça, et puis ça veut dire orientation résultat, et c'est là qu'on se rejoint, ça veut dire orientation client. Ça veut dire qu'on réfléchit à l'usager et on réfléchit comment faire mieux. Et ça, je trouve que ça fait que quelques années qu'on réfléchit plus à l'usager en se mettant à sa place, en faisant des focus group, en les impliquant. Et ça, en ce qui me concerne, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Et donc, ce n'est pas la même dynamique. Et je trouve que c'est beaucoup plus complexe par rapport aux usagers. Et la crise nous a montré que c'est encore pire en temps de crise. Alors, on a eu des élans de soutien de la population à certains moments. Et puis, après 6 mois, 1 an, on a eu sur les réseaux sociaux une agressivité. Comment ça se fait que maintenant, vous ne maîtrisez pas la crise, quoi? Dans le cas de mon administration, on a une croissance du nombre de dossiers de chômage temporaire de 5600% de croissance. Donc, 57 fois plus de dossiers. On ne sait pas gérer ça. On ne nous a pas donné 57 fois plus de collaborateurs. En plus, il faut les former, etc. Et donc, voilà, on a eu 10% de collaborateurs en plus. On a géré, on a informatisé. Mais 6 mois après, et encore maintenant, c'est pas fini. Il y a encore tout le retard. Et donc, les usagers, tant au début, ils nous ont plébiscité à mort. On a fait des sondages pour demander leur satisfaction. On a eu des résultats meilleur qu'avant la crise. Donc, il y a eu un sondage en novembre, 80 000 personnes répondent et 80% mettent une cote de 8, 9 ou 10 sur 10, ce qu'on n'avait pas avant. Donc vraiment, ils comprennent, ils sont contents du service et je pense qu'ils avaient raison d'être contents. Il y a 5% qui ne sont pas contents du tout parce que c'est tous les dossiers qui ne sont pas bien passés, mais 0 ou 1, quoi, vraiment très très mauvais. Et donc là, à ce moment-là, tout le monde, tous les travailleurs satisfont. Enfin, on a fait notre boulot parce qu'on a travaillé comme des bêtes tous les week-ends pendant les 6 à 8 premiers mois, même pas dans les vacances de Noël l'année dernière. Enfin, c'était un investissement de fou et très satisfaisant pour chacun. Et puis après, on voit sur les réseaux sociaux comment ça se fait qu'un an après, vous n'êtes pas super efficace en la matière. Mais
la crise arrive, on attend à ce qu'elle s'arrête un jour et elle ne s'arrête pas. Et donc ça rend les choses un peu plus complexes. Enfin voilà, donc deux dynamiques à mon avis fort différentes. En interne, pour moi, maîtriser obligatoire et ça va de soi. En externe, c'est beaucoup plus complexe comme approche. Je pense que les deux sont essentiels. Vous nous expliquerez, on est preneurs, celles et ceux qui nous regardent, de la manière dont vous avez en interne fait adhérer, mais on en parlera juste après. Peut-être François Julia, donc directeur relations clients à distance et voyage en groupe du côté de la SNCF sur ces enjeux, comment vous les avez appréhendés, comment vous les mettez en œuvre. Construire la confiance avec les agents, avec les usagers. C'est un chemin au long cours. En fait, il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il ne faut pas perdre, surtout dans la période qu'on vient de passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout déstructurer et en même temps, on ne peut pas tout construire en même temps. Donc le point, c'est comment est-ce qu'on donne des points de réassurance et ensuite, comment est-ce qu'on jalonne ces points. Et je rejoins la notion derrière de résultats et de recherche de résultats. Surtout lorsque on peut avoir des climats de défiance en face de soi, ou surtout quand on est, comme ce qui est pour ma partie, sur le registre de l'assistance en fait. Donc, moi, je suis sur la partie service client à distance, donc les canaux voix, écrit, et pour la longue distance, la grande vitesse. Donc là, le point important, c'est de se dire que déjà, il n'y a pas de fatalité par rapport à ce type d'assistance-là. On n'a pas que des clients mécontents. Après, c'est notre voilà. Et heureusement pour nous tous. Et lorsqu'on fait en ce moment des enquêtes de satisfaction par rapport au contact qu'on a pu avoir, on se rend compte avec les 75% de satisfaction qu'on peut obtenir qu'on résout un grand nombre de situations. Et encore une fois, heureusement pour nous. Après, ce qui est important, c'est cette confiance que ça établit, comment est-ce qu'elle est générée et comment est-ce qu'elle est générée pour l'agent qui traite ce problème ou qui traite cette assistance-là. Comment est-ce qu'on va chercher en fait le fait qu'il puisse être sur un registre de confiance par rapport à la question qui est posée. C'est là où je disais il faut respecter un certain nombre de fondamentaux. Il y a les process, on l'évoquait un peu avant, les parcours, la compréhension du parcours client ou du parcours usager et donc la connaissance de ces points de parcours-là. Ça, c'est le fait nouveau aussi, c'est de se dire à quel moment il y a eu un problème et donc quel est le diagnostic que je vais poser. Donc là, il y a une sorte de... Et la formation, on va y répondre, c'est comment est-ce que on va maîtriser ça. Il y a le registre des outils. C'est comme quand on est dans une cabine de train, on se préoccupe bien du voyage quand on n'a pas à se préoccuper de l'habitacle et des problèmes qu'il peut y avoir dedans. Donc il faut que les outils soient performants. Et puis après, il y a le manager. Et le manager est essentiel aujourd'hui, on le sent bien, c'est-à-dire que dans la confiance recherchée, il y a ce lien avec ce qu'on peut appeler l'encadrement en quelque sorte, et il va être là-dessus de trois ordres, on peut dire. Il y a le tuteur en quelque sorte, donc là c'est ce que j'évoquais par rapport au parcours, la compréhension des gestes métiers en quelque sorte. Tout ça est très en évolution forte. On voit bien, et on le voit bien encore plus sur les 2 dernières années, qu'il faut très vite s'adapter. Il faut s'adapter aux situations, il faut adapter les parcours, il faut adapter les réponses, il faut adapter les solutions. Donc il est le tuteur, et derrière il est le référent. Ça c'est le deuxième point. Le référent, c'est-à-dire c'est par rapport au registre décisionnel. Est-ce que par rapport à justement un point qui peut s'écarter un peu du parcours ou un peu du registre qui était programmé, je peux prendre moi en tant qu'agent vis-à-vis de l'usager la décision, et là on rentre sur un registre d'autonomie par rapport à des marges de manœuvre. Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette autonomie-là? Et puis enfin, c'est un recours sur un registre de dysfonctionnement. Comment est-ce que je peux être aidé moi-même en tant qu'agent? J'ai un usager qui vient chercher une assistance. Je suis moi-même sur une situation potentiellement insoluble. Quel est mon recours en fait? Et donc là, on est sur le registre du support, voire de l'escalade en fonction des criticités. Donc voilà. Donc cette confiance-là auprès du manager, elle est essentielle, elle se construit. Elle s'alimente aussi. Donc il y a une notion de dialogue. On parlait de symétrie des attentions. Il y a une notion de dialogue avec nos usagers qui, elle, est ouverte par les canaux 7 jours sur 7 et puis avec des horaires en fonction des canaux. Mais au sein de l'entreprise, au sein du service et notamment au sein de l'assistance, il y a ce dialogue entre les agents et leurs managers, entre les managers eux-mêmes qui devient vraiment, on le voit, fondamental. Merci.
Peut-être un mot sur le contexte à tous les trois, vous le dites, on l'a vu dans la première table ronde, le contexte depuis 18 mois a fait bouger les lignes et repose cette question de la confiance des usagers, des citoyens envers le secteur public. Vous l'avez évoqué tous les trois en creux. Qu'est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, si effectivement la sortie de crise qui est un peu compliquée, mais se confirme, est-ce que sur ces enjeux-là, le fait de placer l'usager, le citoyen au cœur de tous les process, on le voit hein, fortement dans le secteur public, la transformation maintenant met l'usager au cœur de tout. C'était peut-être pas le cas si on avait eu cette discussion il y a 5 ou 10 ans. Souvent, les organisations publiques se transformaient pour elles-mêmes. Comment vous voyez évoluer les choses, Benoît Méronin? Est-ce qu'il y a des choses durables, structurelles qui vont émerger de la séquence que nous vivons dans cette relation de confiance, particulièrement entre les usagers et les structures que vous représentez? On aimerait bien, je pense, mais effectivement, la question de la durabilité, peut-être un point, je voulais rebondir effectivement sur ce que vous posiez par rapport effectivement aux enquêtes de satisfaction. C'est vrai que quand on regarde par exemple aujourd'hui dans certains services publics en France, je pense au logement social, on a bien vu que l'année 2020 a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que les gens confinés dans certains logements en France l'ont vécu naturellement beaucoup moins bien que d'autres. Et donc ça a eu pour conséquence de créer des tensions encore plus fortes finalement que d'ordinaire entre les usagers, les locataires en l'occurrence, et les équipes en fait opérationnelles. Que ce soit d'ailleurs dans les centres de relations à distance ou bien sûr dans les agences territoriales. Donc en fait, une des conséquences pour le coup un peu négatives, c'est quand même que ces tensions-là se sont renforcées. Et donc on nécessitait là aussi finalement de remettre une couche sur cette notion de symétrie ou en tout cas de réciprocité, c'est-à-dire de rappeler finalement aux usagers ou aux locataires en l'occurrence que certes, on leur doit l'écoute, on leur doit le respect, on leur doit la considération, mais qu'ils le doivent aussi en réciprocité en fait aux agents qui les servent au quotidien. Et là, ça pose voilà, cette question finalement de la considération des uns pour les autres. Et encore une fois, on ne sort pas de cette dialectique de la relation, c'est-à-dire je te considère dès lors que je ressens de la considération à mon égard. Et donc là, pour le coup, c'est une trace peut-être un peu néfaste. Après, c'est vrai que la pandémie, je le disais tout à l'heure, j'ai coutume de définir l'éthique du care finalement par des mots-clés. Et ces mots-clés, je fais remarquer aux gens, mais ils le remarquent en fait tout seuls, que c'est en fait les mots de la pandémie. C'est-à-dire que le premier, c'est vulnérabilité, le deuxième, c'est invisibilité, le troisième, c'est reconnaissance, puis écoute, puis etc. C'est-à-dire des mots qu'on n'avait pas tellement l'habitude d'employer, y compris des formules. Encore récemment, je réagissais, quelqu'un me quitte, il me dit au revoir, prenez soin de vous. Je pense qu'en France, il y a 2 ans, quelqu'un se serait tourné vers nous en se disant au revoir, prenez soin de toi ou prenez soin de vous. On l'aurait regardé en disant c'est bizarre cette expression, qui est si banale dans la culture anglo-saxonne. Donc on voit bien qu'il y a des expressions, y compris dans le langage de tous les jours, qui se sont installées, qui vont peut-être durer un petit peu. Et on voit quand même que cette notion de fragilité et de vulnérabilité, qui est pour moi essentielle aujourd'hui pour appréhender le rôle du manager, effectivement dans ce rôle de tuteur ou de référent que vous évoquiez, mais aussi à un moment donné, dans cette capacité à sortir un petit peu quelque part de cette posture de surhomme avec quelque part sa cape de super-héros pour accepter et assumer aussi une part de fragilité. C'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et peut-être que ça, en tout cas dans le questionnement managérial aujourd'hui, moi en tout cas je m'y efforce, mais je sens que ça fait écho. Et comme je sens que ça fait écho quand on parle aujourd'hui de vulnérabilité en entreprise, quand j'ai commencé à parler d'éthique du care en 2018, je sentais bien dans des parterres d'entreprises qu'on me regardait en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce zozo qui vient nous parler de vulnérabilité, enfin bref. Et 2 ans après, ça, évidemment, ça fait plus sourire les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, revenir sur ce thème de la fragilité, de la vulnérabilité, c'est quand même quelque chose qui a marqué, je pense, un petit peu les esprits. Et puis, effectivement, cette question de, finalement, moi en tant que manager, a fortiori moi en tant que dirigeant, et finalement, est-ce que je m'expose? Est-ce que je peux me montrer un petit peu fragile? Est-ce que je peux assumer le fait que je traverse peut-être en ce moment, à titre personnel, une période un petit peu compliquée? Eh bien, moi, j'ai la conviction que ça, c'est peut-être quelque chose qui va rester, que ça rentre en tout cas fortement en résonance avec l'époque, fortement en résonance avec la manière qu'ont notamment nos jeunes collaborateurs, parce que moi, je suis aussi manager, je parle assez régulièrement à la première personne parce que c'est une responsabilité que j'assume et c'est un sacerdoce que d'être manager, surtout quand on porte les sujets que je porte. Mais c'est vrai que cette notion
notion-là, je pense que c'est quelque chose qui fait écho, en particulier chez nos jeunes collaborateurs, qui attendent effectivement de voir l'homme avec un grand H, en fait, derrière le manager, et qui ne se satisfont plus aujourd'hui de cette posture un peu fausse quelque part, mais qui a marqué, je crois, pendant très très longtemps notre culture managériale, que de considérer que on était quelque part un peu différent quand on était manager. Donc peut-être que ça sera une des traces peut-être positives dans la culture managériale de ce pays et d'autres pays. Jean-Marc, François, toujours sur cette question du contexte de la crise Covid, vous avez dit dans vos interventions, vous avez assuré la continuité de service et au cœur de la crise, ça a généré une confiance, une reconnaissance extrêmement forte. On disait plutôt dans la table ronde précédente que la confiance des citoyens envers les gouvernements est plus lente à monter que la crise à s'estomper. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour consolider cette confiance que vous avez acquise pendant la crise qui pourrait s'évaporer? Qu'est-ce que vous faites pour la retenir, la pérenniser, la cultiver? Parce que j'imagine aussi pour vos agents, ça a été, vous le disiez, un moment de fierté. Et donc comment garder, cultiver ce sentiment de noblesse de ce qu'on fait? Oui. Alors, je vais être décevant, on ne fait rien pour l'instant parce qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc, pour après la crise, on fera sûrement des choses. Ça n'a pas l'air d'être pour le mois prochain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... moi, je travaille dans la sécurité sociale et on le disait déjà avant, le dernier forum mondial de la sécurité sociale qui a eu lieu en octobre 2019 avec un thème protéger les gens dans un monde en changement, en mutation, c'est tout à fait ça. Et donc la crise a renforcé l'importance du rôle de la Sécu et finalement avec succès. J'en suis persuadé dans la population, j'ai pas de sondage ou de chiffres, mais je suis sûr que, et dans toutes les dimensions, il y a les allocations de chômage de toutes sortes, les indemnités pour les interruptions de carrière, pour garder les enfants, les malades, les soins de santé, donc le personnel indépendant, enfin il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises chez nous et ça a plutôt pas mal marché, l'économie a bien tenu et même les allocations de chômage normales, je vais dire, elles sont en diminution. Donc ça veut dire que l'économie se passe bien et je pense que les gens continuent à en être reconnaissants. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en interne, c'est extrêmement puissant aussi. À un moment donné, on verra à mars, avril, mai, juin de l'année dernière, on était les seuls à travailler. Je veux dire, les villes, Bruxelles était vide, les gares étaient vides, enfin ici aussi j'imagine, mais nous on travaillait. Alors plutôt à la maison, mais pas que. Et donc ça reste. Et donc je pense qu'en interne, c'est extrêmement fort et encore extrêmement vivant. Et on sent que c'est pas fini. J'ai eu une réunion ce matin là en ligne. Nos chiffres sont pas très bons parce que les volumes d'un certain nombre de choses qu'on a à faire sont pas terminés. Et donc on n'est pas au bout. Alors je gère, pas dire à court terme, je prépare la suite, mais pas sur cette dimension-là. Alors la dimension sur laquelle on travaille pour le moment, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé énormément pour les assurés sociaux, c'est la distance. C'est que avant on avait je sais plus combien de dizaines de milliers de visites par unité de temps, je sais plus, et maintenant on est à 1% de ça, quoi. Donc ça a complètement changé la relation à l'usager. Évidemment, on faisait déjà pas mal de digital, mais maintenant on va vers du 100% ou 200% peut-être même. Et donc ça veut pas dire qu'on fait que et que c'est les seuls canaux évidemment, mais il y a quand même une approche technique qui est complètement modifiée. Et pour le moment, on travaille plutôt sur ce genre de choses, comment optimiser les canaux, comment dans le nouveau normal, comme on l'appelle chez nous, comment on va travailler et comment on va travailler par rapport aux assurés sociaux. Mais pour la pérennisation de notre bonne image, on va essayer juste de bien travailler comme on le fait d'habitude. Merci beaucoup. Même question, François Julia, comment on capitalise sur cette séquence, comment on capitalise sur les avancées de la crise, avec peut-être, j'imagine, un focus numérique qu'on va mettre dans la discussion. Déjà, il y a un constat à faire. Le constat, c'était que cette confiance, ou en tout cas cette satisfaction qui a été générée, elle est liée à l'engagement qu'il y a pu y avoir de la part de la SNCF et qui a été reconnu par les usagers pendant toute la durée de la crise sanitaire, même si aujourd'hui on est toujours dans un volet de crise, ou en tout cas quelque chose qui se profile d'encore différent. Ça, c'est vraiment le premier point, alors même qu'il y avait différentes séquences et des séquences très différentes en fait. Après, le deuxième point qui a été observé et sur lequel il faut capitaliser, c'est notre capacité d'adaptation aussi. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Si je reste sur le registre de l'assistance, on était dans un secteur réputé improbable au télétravail.
Et pourtant, on s'y est mis et on est aujourd'hui avec une capacité d'à peu près 50% des agents en télétravail, ce qui est énorme et ce qui est une grande fierté en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'adaptabilité et dans la question qui est posée, il y a deux volets, il y a celui de l'usager et puis il y a celui de nos agents. Dans l'adaptabilité pour les usagers, c'est la capacité qu'on a eue à modifier les conditions d'annulation et d'échange, qui était vraiment le nouveau registre en fait, et avec une possibilité quasi temps réel d'annulation, quasi temps réel d'échange par rapport à des conditions qui étaient extrêmement figées par ailleurs précédemment. Et donc une notion d'embarquement très différente, une notion de préparation au voyage très différente, alors même que la crise sanitaire nous projette de façon... on devient un peu aveugle sur la façon qu'on a de pouvoir anticiper nos déplacements et de pouvoir anticiper et de projeter en fait les semaines à venir. Donc là-dessus, c'est un des points qui a vraiment été remarqué et sur lequel il faut continuer à progresser. Et puis d'un point de vue agent, c'est ce que j'évoquais, c'est dans les conditions de travail, dans la qualité de vie au travail, alors même qu'on a beaucoup été en distanciel et qu'on a été moins en présentiel. Donc un schéma d'habitude complètement changé. C'est comment est-ce que cette qualité de vie au travail est maintenue et donc comment est-ce que l'accompagnement du distanciel est suivi, accompagné, enrichi, de sorte que en fait les deux se retrouvent, sont complémentaires et voire même apportent une nouvelle expérience professionnelle en quelque sorte. Donc on est toujours un peu au début de ça. On apprend toujours en marchant parce que c'est assez nouveau et ça a été assez brutal. Mais pour autant, on sent bien que les deux facteurs jouent à plein. L'élément nouveau dans la projection aussi, c'est que tout ça crée aussi de la part de nos usagers un sentiment, enfin quelque chose d'assez nouveau dans l'impatience, on va dire. Ah oui. C'est-à-dire que maintenant qu'on sent qu'il y a plein de choses qui sont possibles, l'adaptabilité a été forte. Et je parlais du fait de pouvoir changer d'avis et donc de changer de modalité de transport. Résultat, on devient très exigeant. On en oublie derrière qu'il y a toute une machine industrielle, qu'il y a tout un process, et on en oublie que voilà, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, si vous passez par exemple chez le distributeur numéro 1 de la SNCF, oui SNCF, et que vous voulez annuler ou changer vos billets, c'est une combinaison à peu près de 33 millions de possibilités derrière en termes de data, en fait, en termes de suivi. Donc, ok, la solution logicielle ou algorithmique derrière, elle fonctionne à plein pot, mais ça turbine. Et donc, ce changement-là, dernier moment, il ne faut pas oublier que c'est énormément de combinaisons possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, l'impatience est à gérer aussi, et cette exigence qui monte est à gérer aussi sur les prochains mois. On y pensera, hein. On a tous dû changer au dernier moment un billet de train. On pensera aux 33 millions de combinaisons. Continuez à poser vos questions. Micro circulera dans la salle dans un instant, mais continuez à vous poser vos questions. MIP, enfin, l'adresse apparaît en bas de vos écrans. Il y a une question justement que je vous pose. C'est un très bon lien sur la question du numérique. Voilà une avancée, vous l'avez dit clairement, François Julia, une avancée sur laquelle on ne reviendra pas. Il y a une exigence, une impatience même des usagers, des citoyens. Cela suppose, Benoît Méronin, un accompagnement. Clairement, dans la première table ronde, on a vu qu'il y avait un fossé qui se creusait en termes de confiance à l'endroit des administrations, selon des critères de revenus, selon des critères de territoire, selon des critères aussi générationnels. Là aussi, sur la question du numérique, il y a 12-13 millions, on le sait, de Français qui n'ont pas les outils ou pas les usages. Il faut être extrêmement vigilant. C'est un élément clé de confiance, justement. Oui, je vous rejoins complètement. Je pense que quand on parle de symétrie des attentions, moi j'ai le souvenir juste un petit peu avant la crise d'un grand groupe de prévoyance français qui, comme tous ses confrères et toutes les entreprises aujourd'hui, voulaient renforcer la relation digitale. Et comme pour la sécurité sociale en France également, le constat était finalement un petit peu raide, à savoir que finalement les collaborateurs, et en particulier ceux qui sont en relation avec les usagers, connaissaient pas très bien finalement les propres solutions, l'intranet, l'application, enfin bref, toutes les possibilités finalement du digital propre à leur entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait finalement déjà un devoir de formation, de sensibilisation
attention, je pense pour la sécurité sociale, tout simplement au système Amélie, hein, et à cette prise en charge-là qui était finalement assez paradoxalement méconnue de beaucoup d'agents, en tout cas dans certaines caisses en France. Donc en fait, c'est déjà un constat d'humilité, considérant à penser que, certes, ça fait longtemps qu'on parle alors de numérisation, puis maintenant de digitalisation, de transformation digitale aujourd'hui, et que pour autant, beaucoup de collaborateurs, effectivement, en miroir, de nombreux usagers sont un petit peu en décalage par rapport à ça. Donc cette notion, entre guillemets, de coach numérique, on va dire, a fait un peu son apparition, en se disant finalement en quoi ça va changer quelque part, parler des gestes métiers, la manière de guider en face à face ou à distance en fait l'usager pour lui permettre effectivement de devenir, on va dire, plus autonome. Mais tout ça dans un contexte qui demeure pour le coup, puisque le thème c'est la confiance, me semble-t-il celui de la défiance, c'est-à-dire que malgré tout, reste encore un petit peu quelque part dans notre subconscient le fait de se dire, oulala, sous le prétexte de finalement nous rendre service, de nous permettre effectivement d'agir par nous-mêmes, donc quelque part d'être dans le pouvoir d'agir, l'autonomie, c'est quand même une manière de se décharger sur nous, c'est quand même une manière de faire de la productivité sur notre dos, et je suis pas sûr qu'en tout cas en France aujourd'hui, on ait complètement passé ce cap-là, et je pense que ce rôle de réassurance, parce que ça c'est un mot important quand même, quand on est sur le thème de la confiance, va passer paradoxalement par plus d'humains pour accompagner beaucoup plus effectivement d'abord les collaborateurs vers cette appropriation-là, vers ensuite cette posture de coach digital, puis enfin effectivement vers cette relation qui, moi je le crois en tout cas, peut demain être complètement réinventé avec, autour et à partir du digital. C'est-à-dire, c'est pas opposer le digital à la relation. Je pense qu'on commence à sortir un petit peu de ça aujourd'hui. On peut faire une très très belle qualité de relation à travers le digital, en maillant l'humain et le digital. Mais effectivement, ça nécessite cette évolution de posture, y compris, et c'est vrai qu'on a tous en tête, alors la SNCF, pardon, mais c'est vrai que c'est de fait un grand service public, et je suis venu ce matin de Lyon, comme beaucoup, en tout cas ici, en train, puis après en transport en commun, et c'est vrai que la synchronisation ou l'insynchronisation entre cette puissance-là que vous évoquiez, notamment les algorithmes, et puis la capacité de l'agent qui est face à un client qui lui dit « Ah bah oui, mais j'ai pas pu changer mon billet, ça a bugué », et là, on est tout de suite dans la vraie vie, c'est-à-dire quelle est ma posture, comment je suis dans la confiance ou pas vis-à-vis de ce que le client est en train de m'affirmer. Ouais. Et là, toute la réalité, tout le vécu, toute cette notion d'expérience client, mais en miroir d'expérience collaborateur, qui se retrouve être le réceptacle d'une insatisfaction dont il n'est pas responsable pour le coup, mais dont on lui demande, et c'est normal, d'assumer la responsabilité. C'est ça la responsabilisation, c'est je me sens de plein droit responsable face à ta situation et comment je vais t'aider. Et bien là, on est dans le grand charme et dans la grande magie de la relation et puis du management derrière. Voilà. Tout ça, peut-être une réaction, François Julia, tout ça, ça s'accompagne la place de vos personnels. Ouais. Oui, complètement. On est sorti du risque du 100% digital, qui était une menace qu'il y avait il y a à peu près 10 ans, pour être vraiment aujourd'hui sur un registre dit de l'hybride. C'est un mot un peu bizarre, mais qui met la complémentarité entre le digital et l'humain, et qui dit que l'humain ne sera jamais remplacé, mais qu'après, il y a une question de registre de volume de traitement. Je vais vous donner un exemple. L'année 2020, premier volet de la crise sanitaire, arrêt complet des transports, donc réclamation de la part de tous nos usagers pour se faire rembourser. Ce qui fait qu'au long cours, la seule année 2020, c'est 1 million de demandes en fait. C'est-à-dire deux fois et demi plus qu'une année normale pour nous. Donc quelle capacité derrière et quelle possibilité derrière de traiter avec les délais attendus. Je parlais de l'impatience, forcément derrière, plus on attend, plus on répète la demande, plus on engrange le volume de demandes à traiter. Et là, on ne peut pas fonctionner sans un traitement digital ou une automatisation ou un registre derrière du numérique, quel que soit le terme qu'on lui donne en fait. Le point important, c'était exactement celui évoqué, c'est comment par rapport à une automatisation de traitement indispensable pour pouvoir traiter et dans les délais et par rapport à des cas qu'on peut préparer, prévoir le retour de l'usager sur une demande complémentaire, sur un mécontentement par rapport au traitement obtenu, parce qu'il y a un écart, parce que ça ne correspond pas du tout. Je veux dire, derrière, le digital n'est pas en zéro défaut. Et donc, comment est-ce qu'on a ce registre de l'humain qui vient rassurer et qui vient conforter la confiance de départ, qui était, cette confiance, c'était « j'ai choisi de voyager avec vous ». Il y a eu une question, un problème, une demande, donc je vous demande une assistance. Cette assistance-là, le choix que vous avez fait au début, c'est un bot, c'est une automatisation.
voilà, je suis obligé à nouveau de revenir vers vous. Comment est-ce que vous travaillez ça? Et là, c'est l'humain obligatoirement. Je veux parler à des femmes et des hommes. En prolongement, Jean-Marc Vandenberg, cette question de la numérisation se pose peut-être avec encore plus d'acuité chez vous, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, je ne sais pas si on peut dire un blocage, mais avoir une réticence à aller sur le numérique. Et là, c'est leur droit dont il s'agit. Du coup, comment vous intervenez entre la numérisation et la présence? D'une part, pour commencer, quand je dis 100% ou 200% digital, pour moi, c'est une option. Hein. Et on est clair, on est dans des logiques d'hybridation et c'est pas obligatoire pour tous les assurés sociaux. Ça, c'est jamais l'option, en tout cas. Enfin, je veux dire, on a toujours l'option de choisir d'autres canaux que le canal digital. Mais plusieurs considérations. La première, c'est qu'avant la crise, on avait rencontré des assurés sociaux, chômeurs en l'occurrence, pour parler du digital parce que les chiffres montaient pas tellement quand même. Et on s'est aperçu, il y a évidemment des gens qui savent pas l'utiliser, qui n'ont pas accès, ça tout le monde connaît. Et puis il y a des gens qui savent très très bien l'utiliser, mais comme il s'agit de leurs revenus, ils n'ont pas confiance dans le système. Ils disent non, je vais physiquement prendre un vrai rendez-vous physique avec des vrais gens et comme ça je suis garanti que j'aurai mon argent dans les délais. Et donc cette méfiance, elle existait déjà avant. Alors avec la crise, elle a dû un peu être secouée, puisqu'à un moment donné, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça, c'était pas autrement, ou des contacts téléphoniques autres. Et donc les chiffres ont augmenté largement avant la crise, mais ça veut dire que ça implique une maîtrise du digital qui doit être convaincante. Et le problème, c'est qu'on n'est pas dans 100% de fiabilité, pardon. C'est pas si simple. Concernant la patience, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aussi un problème avec la crise. En fait, les allocations de chômage n'ont jamais été payées aussi vite que maintenant. Mais ce n'est pas suffisant. Enfin, parfois, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait les payer plus en plus tôt dans le mois, ou je ne sais pas. Mais non, il y a un niveau d'exigence des assurés sociaux qui a augmenté. Hein. Ça c'est clair. Parce qu'en effet, on s'est adapté, on a réagi, on s'est battu, on a travaillé des heures de malade, on a été innovant, on utilisait l'intelligence artificielle, enfin plein de trucs comme ça. Super bon. Mais le niveau d'exigence, il est monté. Du fait, peut-être, il va falloir l'assumer après aussi. Hein. Du contexte social aussi, peut-être anxiogène. Oui, mais bon, je pense que quand les gens... Oui, enfin, assurément. C'est-à-dire, surtout au début de la crise, je ne sais plus combien, 1,5 million de personnes en Belgique, ce qui est peut-être pas beaucoup au vu de France, mais dépendaient complètement juste des allocations de chômage. Et donc, à ce moment-là, c'était pour manger. C'est quand même un petit peu important. Alors, juste un tout petit point encore. Dans un souci de rendre le digital plus accessible, et pendant la crise, c'est pas dans mon secteur, c'est plutôt dans le secteur des soins de santé, ils ont un peu descendu les seuils d'accessibilité. Donc plutôt que d'utiliser sa carte d'identité comme on fait chez nous, des trucs comme ça, ils ont dit via le médecin de famille, il y aurait moyen d'avoir un accès, etc., etc. Et puis ça s'est fait dans la pratique par téléphone vis-à-vis du médecin de famille, puis quelqu'un qui n'était pas, a téléphoné à un médecin qui n'était pas son médecin. Et donc il y a eu il y a quelques semaines une crise parce qu'en effet il y a eu des failles en fait. Et donc la possibilité pour à peu près n'importe qui, quand on a le numéro de registre national, d'avoir accès à toutes les données, salaire, sécu, pension, etc., etc. Et donc, cette tension est extrêmement compliquée, d'essayer de faciliter les accès pour bien faire et en temps de crise. Et puis, à un moment donné, on touche les données personnelles et ça commence à devenir... c'est un équilibre que je crois qui est assez complexe, en tout cas. Marcel. Peut-être prenons un peu de champ par rapport à la Covid et revenons à la problématique de la confiance pour aborder un peu sa face obscure. C'est-à-dire, comment vous faites, ça peut faire peur, et comment vous faites pour accompagner vos agents par rapport à ça? Si on prend l'exemple du train, quand vous êtes contrôleur et qu'un usager vous dit « j'ai pas pu changer mon billet au dernier moment, donc c'est votre faute », un contrôleur, si on lui dit demain tu vas faire confiance aux gens que tu contrôles, probablement qu'il va vous dire écoutez, moi j'en ai beaucoup qui fraudent ou je suis confronté à ça. En tout cas, tous les travaux qui portent sur les expériences de service montrent bien, notamment dans les transports, que le rôle d'un agent en contact, c'est de gérer l'ambivalence, c'est-à-dire de traduire des principes dans des situations. Pour certains, il faut savoir parler de manière très franche et abrupte parce que ça crée du lien, ou au contraire, si vous êtes face à quelqu'un qui est une ou un cadre supérieur avec la manifestation tangible, la cravate, le tailleur, etc., va falloir au contraire prendre un registre de langage soutenu pour tenir le niveau, etc., et montrer qu'on est dans le respect, etc. Donc, il y a un vrai rôle de traducteur des agents au contact.
Et pour le coup, comment on fait pour les accompagner dans ces situations où, de toute façon, ils vont devoir faire des arbitrages un peu au nez, au ressenti, et comment on les laisse faire, comment on les accompagne à ça, comment on les forme, parce que c'est pas simple. Et pareil, dans le management, à partir du moment où on dit on vous fait confiance, on vous donne de l'autonomie. Il se trouve que quand même, le bon vieux Taylorisme, il était rassurant pour les agents. On va te dire ce que tu vas faire, on va te décrire le process, et si tu as un problème relationnel, il y a toujours quelqu'un au-dessus auprès de qui tu peux aller te plaindre en disant l'autre il fait pas bien, il le fait mal, il m'entend pas, etc. Or, aujourd'hui, il faut le dire en face à face. Et il y a beaucoup de travaux qui ont montré que c'est difficile d'aller dire à quelqu'un en face à face tu fais peut-être ce que tu peux, mais ça va pas. Et donc, c'est un challenge pour vous. Et comment vous faites pour l'adresser ? Allez, vas-y. Alors, je vais rester sur le registre de l'assistance à distance parce que c'est mon domaine, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, si ce n'est qu'on n'est pas face à face, en fait. Il y a 3 registres. Le premier, c'est celui de la formation. Il est essentiel, il est vital. Celui-là, il n'a pas changé. La seule chose, c'est qu'avec le savoir-faire, il y a un savoir-être qui devient prépondérant, en fait. Et on peut aller jusqu'à la formation gestion de cas difficiles, gestion de cas complexes, comment savoir poser sa voix, la tonalité, la compréhension de ce qui est un appel difficile, c'est-à-dire comment est-ce qu'il monte et puis après comment le faire redescendre. Ça, c'est des formations qu'on dispense et qu'on va chercher parce qu'effectivement, sans aller sur ce qui peut être de l'agressivité, il faut avoir une compréhension en fait de la mécanique d'un appel difficile ou de la mécanique même en asynchrone d'un contact courrier, mail qui peut paraître touffu, dense et menaçant. Ça, c'est vraiment le premier registre. Le deuxième, c'est d'avoir ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir une compréhension plus fine des parcours et pas simplement de son geste métier. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui amène un usager à solliciter une assistance et une assistance à distance ? Pourquoi en fait ? Et donc souvent le service client, c'est un peu si je prends la comparaison avec le Tour de France, c'est un peu la voiture balai, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'irritants sur le parcours client qui ont amené à un moment à se dire stop, j'ai besoin d'une assistance. Et on arrive au bout de l'expérience client avec un registre qui dit recours absolu, support, c'est de l'escalade en fait. Voilà. Et donc ça veut dire aussi que derrière, ce qui va donner confiance à notre agent, c'est la compréhension qu'il a de la maîtrise en fait de tous les sujets et de pouvoir les cerner et savoir lui-même quels sont ses propres recours sur les choses. En fait, tout un champ d'éléments qui vont lui permettre dans son diagnostic de se rassurer et donc de rassurer en fait son usager. Moi, j'appelle ça de l'autorité bienveillante, en quelque sorte. On parlait d'hospitalité tout à l'heure, on parlait d'accueil. On est bien dans le transport, on est bien sur ces registres-là. C'est de se dire comment je vais rester le patron du contact. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'autorité. Vous m'avez sollicité pour avoir un avis, pour avoir une recommandation, pour avoir une solution. Donc maintenant, vous allez m'écouter. Moi, je vous ai écouté. Donc ça, c'est le premier élément, celui que j'évoquais. Maintenant, je vais parler. Et est-ce que je vais être en capacité de donner la solution ? Et si je ne l'ai pas, là, on revient à ce que j'évoquais au début. C'est le recours. C'est voilà. Peut-être un élément complémentaire aussi, c'est maintenant, c'est aussi une compréhension du registre de la considération qu'on évoquait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que dans l'autorité bienveillante, il y a l'idée aussi qu'un usager peut tout comprendre à partir du moment où il sent que la personne qu'il a en face de lui s'est mis en posture de lui trouver une solution. Peut-être pas sur le moment, parce qu'on n'a pas toujours les solutions, en asynchrone, mais avec un retour dans ces cas-là par rapport à la demande. Et c'est d'une part cette responsabilité-là qui est extrêmement importante. Je vais revenir vers vous, j'ai un délai, donc il y a une notion de délai maintenant qui est extrêmement importante, et ce délai se raccourcit de plus en plus. On n'est plus dans la semaine, on n'est plus dans les 5 jours, on est dans les 24 heures, on est limite en temps réel. Avec les réseaux sociaux, c'est... J'attends, là, vous m'avez dit que vous reveniez vers moi. Oui, mais enfin, c'était il y a 2 heures. L'exigence que vous évoquez. Exactement, exactement. Et les réseaux sociaux, le messaging nous confronte à du temps réel de plus en plus. Ouais. Voilà. Donc, dans cette considération-là, il y a vraiment ce point-là, en fait, du temps réel, du retour, et avec de la transparence. C'est-à-dire aussi, je cherche. Je vous dis ce que je fais au sens, j'ai un plan d'action en quelque sorte, on ne le dit pas comme ça, mais et dans ces actions, je vous donne les étapes dans lesquelles je suis. C'est exactement aussi ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'information voyageur. Oui. C'est je suis dans le train, il y a un retard, je le comprends
beaucoup mieux, je l'accepte beaucoup mieux si on me parle. On l'a tous vécu, ça. On est pris dans un souci de métro, de SNCF et autres, mais le conducteur prend le temps de nous dire, bon, voilà, je suis toujours sur le coup, si je puis dire. Mais... Exactement. Ouais. Exactement. Et cette notion de... Alors, transparence, c'est peut-être un terme un peu fort, parce qu'il y a des choses, effectivement, parfois qui sont difficiles à dire par rapport à la raison d'eux. Mais ce point de dire, je cherche la solution, voilà où on est. Donc, déjà, je pose un postulat de constat par rapport au problème. Donc, il est admis, il est assumé. Et ensuite, je vous donne les étapes de résolution. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui permet... Alors, soit au chef de bord, soit à l'agent au téléphone, soit à l'agent sur derrière les consoles de réseaux sociaux, d'avoir cette posture d'autorité bienveillante qui donne confiance à lui-même et à l'usager. Je vais y arriver. On est là pour poser quelques... Marcel, allez-y. Non, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de la difficulté à gérer cette ambivalence en interne et en externe? Je ne vais pas ajouter grand-chose parce que j'y souscris tout à fait et j'avais noté même les mêmes mots-clés, hein, bienveillance et le savoir-être. C'est clair qu'à l'heure actuelle, pour la plupart des collaborateurs, le savoir-être prend une place de plus en plus importante et les rôles changent. Le rôle de chef qui devient beaucoup plus un coach, c'est pas nouveau, mais quand même. Et pour certains travailleurs, c'est juste pas simple. Hein. C'est juste pas simple. Il y a des gros ajustements à faire. On sous-estime tout ce qui est soft skills et ce genre de choses. Donc moi, je souscris à 2000% au moins. Vous vouliez... Oui, Benoît Méronin. Pour avoir accompagné en tant qu'enseignant, en tant que consultant la SNCF pendant pas mal d'années, c'est vraiment une révolution culturelle en fait, qui a été mise en branle finalement depuis le milieu des années 2000, donc ça remonte à loin. Je pense qu'il y a la nécessité d'un accompagnement qui là a été bien compris depuis le top management jusqu'aux agents en contact, de se dire finalement qu'est-ce que ça veut dire que la relation de service, ça veut dire quoi rendre service. Et finalement, il y a eu aussi toute une réflexion que Marcel posait très bien en préambule sur finalement toute cette complexité, cette ambivalence du service. Et je ne peux pas sortir de cette table ronde sans avoir cité Erving Goffman, vous le savez, qui, immense sociologue, nous a toujours dit que la rencontre entre deux individus qui ne se connaissent pas, c'est un engagement. Et dans cet engagement, l'enjeu pour la personne, c'est de faire bonne figure. Et l'opposé de faire bonne figure, c'est perdre la face. Et quand on crée les conditions managériales, organisationnelles qui font qu'à un moment donné dans la chaîne de service, un agent perd la face parce qu'en fait, il n'a pas la réponse. Il n'est pas dans cette autorité bienveillante, et j'aime bien cette notion-là. Eh bien, le retour de l'usager ou du client peut être très, très, très dur. Mais en fait, finalement, vous servez à quoi? Et ça, c'est insupportable. Donc, ou pour le dire autrement, Marcel, en passant par Axel Honneth et la théorie de la reconnaissance, c'est reconnaissance versus mépris. Là, je ne suis pas reconnu. Hein. Je ne suis pas reconnu en tant que professionnel, donc je perds la face. Ce que je ressens, c'est le mépris de l'autre vis-à-vis de moi. Donc, il faut toujours revenir à ça, et je pense que cet apprentissage-là, il doit être constant, permanent, pour que chaque manager, chaque agent, chaque dirigeant réapprennent en permanence et se remettent en permanence en situation de se dire, mais au bout du bout, les décisions que je vais prendre, même si je suis dans une fonction support, elles vont avoir des conséquences en fait sur le vécu de mes collègues, elles vont avoir des conséquences sur le vécu des usagers, et j'ai une responsabilité dans cette chaîne de service. Et aussi tout ce cheminement, alors coutume de dire dans le service, pardon pour l'anglicisme, le back-office et le front-office, mais on est tous effectivement à un moment donné responsables d'un petit maillon. Il y a un avant, il y a un après, et je pense que cet apprentissage, il a été long et hyper dur parce que la SNCF c'est 150 000 personnes, donc c'est quand même un petit peu de monde. Mais en tout cas, il y a eu ce grand mouvement de fond engagé ici à la SNCF, mais aussi à la Poste, mais aussi dans plein de grands services publics. Mais je terminerai par ça, je pense que c'est pour ça que, pardonnez-moi la référence à Goffman, mais ça marche pas juste avec des recettes de cuisine et des bons plans. Ça marche parce qu'on a une réflexion et qu'on cultive cette réflexion, et c'est le cas à la SNCF, ça je le sais, on cultive cette réflexion sur le sens du service. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service? Et si on n'est pas à ce niveau de jeu-là, je suis désolé, on met des pansements sur des jambes de bois. Peut-être s'il y a quelques questionnements, mais vous avez toujours la possibilité de réagir, de témoigner et de poser vos questions en ligne sur l'adresse qui doit apparaître en bas de vos écrans. Et à tous les trois, pour aller en prolongement de ce que vous venez de dire, il y a une question sur l'accompagnement et sur la formation. Enfin, comment on forme? Alors vous évoquiez des managers, mais aussi des agents, des salariés, etc., etc. Vous évoquiez très, très justement le fait que ce n'est pas des recettes de cuisine. Hein. Vous avez dit que tout ça doit être connecté au sens, en clair, à la stratégie de
l'organisation, ça veut dire aussi un engagement du top management. Comment ça se traduit en termes de formation, d'outils peut-être d'accompagnement, là aussi, doivent être mis dans le management, dans l'organisation? Je ne vais pas parler à la place de François, je pense qu'il aura Je envie vais de rebondir, mais moi je me souviens il y a très longtemps, déjà il y a une dizaine d'années, des cadres dirigeants du groupe qui allaient faire des vies-ma-vie sur le terrain et vivre par exemple Gare de Lyon, une matinée à l'accueil dans une bulle d'accueil et qui revenaient épuisés, quoi. Ça fonctionne, ça? Ah ouais, ça fonctionne. Et de retrouver un peu ce chemin de l'humilité en se disant waouh, je suis épuisé, parce que le nombre, la somme des informations dans tous les registres différents. Il y avait aussi des gens qui avaient été à Marne-la-Vallée, donc là on est dans une gare très internationale, on passait du français au franglais, voire au globish, et puis on revenait sur l'anglais, enfin bref. Eh bien, ces dirigeants revenaient épuisés et reprenaient la mesure de ce que ce service de proximité de premier niveau pouvait avoir d'épuisant et requérir en termes d'énergie, en termes de capacité à passer du coq à l'âne, de maîtrise, enfin François l'a très bien dit tout à l'heure aussi, de maîtrise finalement de tout un écosystème, de réponses, de solutions, de bricolage, pour parler comme Lévi-Strauss. Enfin, c'est cette capacité à bricoler dans l'instant présent une solution, trouver une réponse, en tout cas un élément de réponse dans la transparence. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais, et en plus, effectivement, alors Jean-Marc insistait, effectivement, avec ce soft skill, cette manière d'être aussi, qui est toujours dans l'écoute et la considération. Ça, effectivement, c'est épuisant. Et se redire à quel point c'est épuisant et travailler là-dessus en tant que manager, en tant que dirigeant, je pense que c'est fondamental. Une question de réactivité. Jean-Marc Vandenberg, sur tous ces enjeux-là, puis cette question de la personne qui nous suit, comment on fait concrètement, quelle formation, quel accompagnement? Mais non, c'est pas des trucs et ficelles. La formation, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est tout ce qui est à côté. Et nous, on travaille beaucoup l'accompagnement dans les deux organisations que je connais. À l'heure actuelle, dans mon organisation, pour certaines fonctions, on fait maintenant 6 mois de formation. Alors, c'est pas 6 mois de formation en temps plein, loin de là, mais ça veut dire aller sur le terrain, faire remplir des rôles qui ont l'air simples, guichetier, facile. Non, pas si facile. Mais bon, et je pense que ça vaut la peine, ces investissements-là. Mais au niveau managérial, je pense que c'est l'exemple, la vision, les actions, les choix qu'on fait, les vrais choix. On dit on va faire ça et pas ça, et on explique pourquoi, ce qu'on raconte. Ce matin, j'avais donc une réunion de mes directeurs de bureau. J'ai parlé d'aujourd'hui d'ailleurs, de la conférence. Les valeurs, vraiment les choix, les succès, et on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et je pense qu'on tire les gens comme ça. Et de mettre ça dans une valeur, en tout cas pour moi, de bienveillance, d'orientation résultat, d'orientation client, c'est des éléments clés, et c'est ça qui marche. Maintenant, toutes les gestions de changement, c'est écrit dans tous les livres. Les recettes, il faut accompagner, il faut appliquer, et ça. Le problème, c'est que ça prend du temps, et on ferait ça toute la journée, tous les jours et toutes les nuits. Et donc, il faut faire des choix. C'est pas des recettes copier-coller comme on peut l'imaginer, mais je veux dire, les principes sont un peu les mêmes partout, et puis il faut les décliner en fonction de son organisation propre, de son passé, de la culture, du métier et ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est le rôle du manager, c'est décliner par rapport à sa propre organisation les principes que finalement tout le monde applique. Peut-être pour ajouter un mot, il y a bien 3 volets. Il y a la formation initiale en quelque sorte, donc je suis nouveau, celle-là c'est le socle, et c'est comment on l'actualise, comment on fait en sorte qu'elle n'ait pas de décalage par rapport à la réalité, et comment, si on reste sur le registre de la confiance, elle se dit ok, pour la suite, je vais comprendre ce que je vais avoir à faire. Voilà, ça ancre les gestes métiers que j'évoquais tout à l'heure. Après, ce qui est nouveau, disons ce qui s'enrichit très fortement et ce qui évolue très fortement, c'est la formation continue, et dans le fond et dans la forme. Donc on évoquait les deux là en fait. Et dans la forme, il y a aussi le digital qui vient nous aider avec des modules qui peuvent se picorer sur des moments où ça se planifie beaucoup plus facilement par rapport à un emploi du temps, surtout quand on est sur des registres de roulement, ça s'intègre beaucoup plus facilement. En plus, on utilise beaucoup plus la vidéo maintenant, le tutorat, ce genre de choses. Enfin, ça c'est vraiment très important aussi, parce qu'on sait bien que dans une formation, ce qu'on retient, ça peut être autour de 10-20%. Et donc la répétition en fait
par cette formation continue, l'adaptation, sont des éléments nouveaux aussi qui viennent renforcer la compétence et l'expérience et l'expertise. Et puis le troisième volet, c'est, j'évoquais le tutorat, mais le côté duo en fait. Donc toujours trouver, je sors de mes formations, j'ai mon référent, pas forcément un manager, au contraire, sur les principes de Vimavis, c'est un autre agent comme moi ou un qui a un métier un peu différent, mais sur lequel on va se relayer, on va pouvoir se comparer, on va pouvoir s'échanger les bonnes pratiques, ce genre de choses. Marcel. Vous avez très bien montré les uns et les autres le changement en termes d'organisation interne, que ce soit la formation, la posture, l'exemplarité, etc., qu'appellent ces nouvelles formes de management. Et c'est souvent du soft skills, mais sur le hard et sur la relation au client, à l'usager, est-ce que cette posture de confiance, de bienveillance, elle vous amène, et il y a un responsable de la relation client, un professeur de marketing ici, à changer vos métriques, c'est-à-dire dans les questions que vous posez à vos clients, usagers, pour savoir si ça va? Est-ce que c'est juste des questions relatives à la satisfaction, à la rapidité de traitement, ou est-ce que vous allez poser des questions sur les manières, ou tout simplement, est-ce que vous faites confiance aux contrôleurs? Est-ce que vous faites confiance à la SNCF ou à telle ou telle organisation? Qu'est-ce que ça change, cette nouvelle posture qu'ont les organisations vis-à-vis de leurs bénéficiaires, pour prendre un terme mobile, et donc dans les méthodes de compréhension de ce qu'ils pensent? La façon de répondre à cette question-là, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on va chercher la compréhension, le résultat, la satisfaction en fait. Et en fait, plutôt que, on peut pas d'un côté être sur le registre j'ai confiance dans ce que fait mon agent, et puis décortiquer chacun de ses gestes et noter chacun de ses gestes en disant oui j'ai confiance, mais bon j'ai une checklist d'à peu près 100 points et on va vérifier tout ça. Donc le point c'est comment est-ce que on traduit cette confiance par des éléments qui restent factuels, mais qui permettent d'enrichir en fait cette confiance-là. On a, nous, 3 façons d'aller chercher la réalité de l'usager par rapport au dialogue qu'il y a pu y avoir et à l'assistance qu'il y a pu y avoir. Il y a le questionnaire de satisfaction en tant que tel. J'ai raccroché, est-ce que je suis content ou pas, c'est simple. Et puis effectivement, quelques déclinaisons par rapport à l'accès à cette assistance, la tonalité pendant l'assistance et puis la résolution ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième score qu'on va chercher qui est celui de l'effort. Et ça, c'est une notion qui rejoint un peu tout ce qu'on a évoqué, qui est dans celui désormais de l'expérience client et de la, pardon pour l'expression, mais de la voiture balai que j'évoquais tout à l'heure. C'est si j'arrive à ce moment-là, c'est que mon effort a grandi et que j'ai été obligé d'aller rechercher cette assistance-là. Donc comment est-ce que ça se traduit? Et puis ensuite, il y a une notion un peu de valeur. On est dans un environnement qui rentre sur le registre de la concurrence. Et donc, c'est comment va se faire la différence? Comment est-ce que je comprends que l'usager qui est venu me solliciter devient un ambassadeur, devient un prescripteur? Et là, c'est le registre du Net Promoter Score qui nous permet, en fait, c'est un agrégat qui nous permet de comprendre si on est en face d'un détracteur ou en face d'un ambassadeur, en fait. Voilà. Et la combinaison de ces 3 scores nous permet alors là, le point, c'est vraiment de retraduire auprès de l'agent tous ces éléments-là de façon factuelle et en plus objective, et de dire voilà la situation elle s'inscrit par rapport à tel moment, l'effort, toi tu as, en tant qu'agent en assistance, tu as trouvé la solution, mais avant voilà les éléments qui l'ont amené à, et donc il y a un plan d'action par rapport à ça. Et puis la traduction, c'est la valeur apportée à l'usager, et cette valeur se traduit en potentiellement c'est un ambassadeur. Merci François Julien. Benoît Méronin. Oui, on a effectivement depuis quelques années là pas mal de métriques qui ont émergé, qui permettent de mettre en regard finalement ce que les clients peuvent exprimer d'un côté, les collaborateurs de l'autre, au regard du parcours client, pour aller identifier effectivement on va dire les points de crispation, mais aussi les endroits où voilà, quelque part la satisfaction est éprouvée de part et d'autre, et finalement travailler sur ces écarts de perception. C'est-à-dire là où un collaborateur peut avoir le sentiment sur tel moment de vérité de dire bah là j'ai le sentiment de bien faire, badaboum, le client lui dit bah non, sur ce truc vous avez tout faux. Et donc là c'est évidemment l'écart qui est intéressant à analyser, puis bien sûr à travailler après en management.
Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a pas mal de métriques et d'acteurs qui existent là-dessus et c'est un terrain plutôt bien balisé. Et après, il y a autre chose qui commence, je trouve, aussi pas mal à trouver sa place, qui est développé par un de mes confrères d'ailleurs à l'EM Grenoble, qui s'appelle le COS, mais peu importe sur la métrique en l'occurrence, mais qui est pas tellement d'aller chercher la voie de la satisfaction du client, mais de mesurer finalement la culture client de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation client, l'orientation client pardon, de l'organisation. Et ça, c'est un peu plus nouveau, ça commence à se diffuser pas mal, mais là aussi d'accepter, parce que malheureusement, très souvent, le constat est amer, l'organisation qui se croit très orientée client, en fait, découvre qu'elle ne l'est pas tant que ça. Et puis alors, je vous livre un grand scoop, hein, quand on prend la pyramide, c'est curieux, mais plus on monte vers le haut, et moins l'orientation client est présente. C'est quand même fou. Alors ça, on pouvait peut-être un petit peu l'intuiter quand on a un petit peu de mauvaise foi comme moi, mais à travers ce type de métrique aujourd'hui, on est capable statistiquement de démontrer, et ben voilà, par la science que oui, plus on est proche du client, plus on a globalement développé une orientation client, puis plus on monte dans la hiérarchie, plus on s'en éloigne. Malheureusement, plus on a perdu ce lien-là. Donc ça aussi, c'est important parce que on parlait de beaucoup de transformation, c'est aussi d'accepter, y compris pour un COMEX, hein, pour des cadres dirigeants, de se prendre quelque part une petite gifle en se disant on pensait être au rendez-vous, mais on n'y est pas. Bon, et qu'est-ce qui manque un petit peu voilà, après d'avoir des sujets pour objectiver un petit peu les choses. Jean-Marc, les regards se tournent vers le COMEX, quoi. Donc, d'abord, moi, je suis un simple manager. Hein. Il y a des choses que vous dites qui m'échappent presque. Enfin, presque. Bon, voilà, c'est pas, je fais pas ça tous les jours. Deux considérations quand même. C'est que nous, on travaille plus sur la satisfaction toute simple. Est-ce qu'ils sont satisfaits de nos services, l'accessibilité et en fait, la confiance, c'est pas quelque chose qu'on mesure, pour autant que je sache, en tout cas, en direct. Donc, c'est pas quelque chose de clé à la base. Par contre, ce qui moi est important, et dans ma nouvelle organisation on en parle de plus en plus, c'est comme la notion de reconnaissance. C'est-à-dire ils font un nombre de trucs incroyables et qui sont juste pas connus de l'extérieur, des citoyens, des usagers, etc. Et donc ça on y travaille assurément. Et à mon avis, c'est de nature à construire ou à renforcer la confiance. Bon, voilà, qui est plutôt bonne à mon avis par rapport à mon organisation, mais ça dépend des parties, puisqu'on a aussi des contrôleurs qui vont vérifier s'il n'y a pas du travail au noir, des choses comme ça, et c'est un peu moins fun. Par rapport à ce que j'ai entendu là, et moi je suis un peu choqué que plus on monte dans la pyramide, moins on est orienté client. Alors moins on est en contact avec les clients, ça c'est assurément vrai. Par contre, on m'a déjà reproché, dans mon ancienne organisation, d'être trop orienté client et pas assez travailleur. Enfin, si on met l'un en opposition avec l'autre, on dit oui, c'est bien, mais on doit tout faire pour le client et nous, et notre bien-être et la pression qu'on a sur les épaules, etc. Donc, moi, je me sens pas concerné par ce qui a été dit là. Voilà, mais bon, sinon c'est des trucs de spécialistes et on en a deux ici. J'écoute et je prends des notes. On apprend tous. Marcel, je vois que le temps passe, il est 11h21 et on va terminer dans une petite dizaine de minutes. Peut-être le micro va revenir si vous qui êtes là au lieu 77 avenue de Ségur, c'est le lieu de la transformation publique, l'un des cœurs de ce mois de l'innovation, 400 événements partout en France. N'hésitez pas à vous lever la main et vous n'hésitez pas à intervenir. Il y avait peut-être juste une question qui était posée, un manager public en fait qui nous dit quel conseil vous nous donneriez pour agir très concrètement. Donc vous avez déjà répondu la question des valeurs, etc., etc. Il disait juste peut-être une ou deux pistes de façon très très opérationnelle qu'on peut mettre en place là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors sa question était très très pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Peut-être un ou deux messages clés, sachant que déjà je l'invite à revoir toute cette séquence disponible en replay dans la foulée, mais peut-être une ou deux pistes. Peut-être dans ce qu'on a pas forcément dit, regarder justement le parcours, regarder les irritants, faire des cas d'usage et se dire par rapport à ces cas d'usage, comment j'applique dans mon process, justement dans ma formation, est-ce que ce cas est identifié? Est-ce qu'il a une solution? Est-ce que par la suite il est traité, il est suivi, on en informe l'usager? Voilà. Peut-être regarder, isoler en fait des cas avec des motifs qui sont plus ou moins soit pas forcément au-dessus du radar, hein, mais qui ont une capacité d'irritation forte. Ça permet de donner un angle en fait à tout ce qu'on a pu dire et donner un premier élément d'approche. Porte d'entrée, oui, très bien.
Peut-être une ou deux pistes pour terminer notre échange. En fait, j'ai la chance ou la malchance sur les sujets que je traite d'avoir une amie, une vieille amie qui est manager de proximité en fait dans le groupe La Poste et comme toutes les grandes boutiques, donc la symétrie d'attention c'est un sujet. Et puis elle lit mon dernier bouquin et donc elle m'appelle, elle me dit écoute, voilà, moi je suis manager de proximité, j'ai une quinzaine de personnes. Concrètement, ton truc c'est bien, mais qu'est-ce que je peux en faire et donc là évidemment c'est une bonne question. Non, mais le premier point c'est déjà de pas présupposer qu'on sait, c'est-à-dire qu'on a parlé des métriques tout à l'heure, je pense qu'on a souvent le sentiment de savoir ce que veut le client. Je crois que les enquêtes nous démontrent qu'on n'est pas toujours finalement sur les bons sujets. Et je pense que très, très simplement vis-à-vis d'une équipe, c'est de s'assurer qu'on est sur les bons sujets. C'est de s'assurer aussi, ça c'est un vrai chemin personnel, en termes d'humilité, de se dire est-ce que je fais bien finalement mon travail de manager ? C'est-à-dire comment l'entretien annuel, alors ça se systématise un petit peu plus, mais souvent c'est pas forcément facilement vécu par les managers. Mais ok, certes je t'évalue, mais toi en retour, quel feedback tu me ferais sur mon mode de management ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? En quoi je peux être plus utile ? Et finalement d'arriver à être dans cette transparence qu'on évoquait tout à l'heure et d'oser finalement, le mot-clé pour moi c'est oser, et je le dis et avec humilité en tant que manager moi aussi, c'est oser cette humilité, se dire comment je peux progresser en permanence, comment je peux t'aider, mais comment aussi en réciprocité. Et moi j'insisterai sur ce principe de réciprocité. C'est le piège du client roi, et bien c'est le piège du collaborateur roi, hein. C'est-à-dire à un moment donné c'est mes droits, mais c'est aussi tes devoirs, et je te dois moi en tant que manager un certain nombre de choses. Voilà sur quoi je vais être peut-être un peu plus clair vis-à-vis de toi, parce que parfois vous le disiez très justement, hein, promettre et tenir finalement, enfin faire ce qu'on a dit qu'on ferait, et en retour voilà effectivement sur quoi moi je t'attends aussi. Et je crois que de reclarifier quelque part un petit peu le contrat de confiance entre le collaborateur et le manager avec ce principe de réciprocité, je ne te dois pas tout moi en tant que manager, tu me dois aussi un certain nombre de choses. Et encore une fois, l'éthique du CARE, je terminerai par ça, c'est cette logique de la réciprocité qui est pour moi très très structurante. C'est droits et devoirs de chacun, mais c'est pas le manager au service de son équipe, c'est aussi l'équipe au service de son manager. Et je crois que d'être là aussi, d'engager le dialogue, de monter des petites réunions, de sortir aussi, de s'aérer un petit peu. Je sais que c'est pas toujours facile, mais même pour un manager de proximité, d'emmener son équipe, se confronter à d'autres cultures de services publics ou dans le privé, dialoguer avec d'autres managers. Moi, je crois beaucoup à la communauté de pratique. Vous avez beaucoup parlé, François, de tutorat, de référents, etc. Je crois que ces logiques de dialogue de pair à pair sont fondamentales, et de dialoguer avec des collègues, avec d'autres managers, c'est important. Merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage Manager l'expérience client-collaborateur vers l'éthique du CARE aux éditions Duno. Jean-Marc Vandenberg. Oui. Donc, mon conseil, mais bon, c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'applique depuis toujours comme manager, c'est la confiance. En fait, je veux que les gens aient confiance en moi. C'est important aussi, l'usager, les travailleurs, c'est important, mais le manager, c'est important aussi. Et donc, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et ça peut se construire. C'est-à-dire que je veux que les gens pensent que je suis digne de foi et digne de confiance. Et donc, j'essaie lorsqu'on travaille sur le changement, enfin, je le fais pas volontairement, mais je le promeux en tout cas, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais des killing examples. Donc, c'est des trucs où on dit, bah oui, évidemment, et il dit vrai parce que. Et donc, lorsqu'on a travaillé sur le télétravail, donc ça fait déjà quelques années, donc mon organisation a beaucoup de guichetiers. Les guichetiers, ils se disent, ça va être compliqué. Et donc, les premiers qu'on a fait pour lesquels on s'est penché sur leur cas et qui ont fait du télétravail, c'est les guichetiers. Enfin, c'était un jour par semaine, c'était pas. Mais ils ont fait d'autres tâches, du back-office, etc. Et à ce moment-là, quand on se dit, au début, tout le monde est dubitatif, puis on dit, ben voilà, le premier bureau est parti, et la moitié des gens, ou 60% des gens, c'est des guichetiers, et ils font un jour de télétravail. Alors, ils font la téléphonie à la maison, enfin, peu importe. Et les derniers, c'est le call center. Le call center, c'est facile, ils peuvent travailler à la maison. Ils étaient un peu frustrés, d'ailleurs, qu'on les ait mis à la fin. Mais quand vous le faites en vrai, vous dites, c'est pour tout le monde, hein, le télétravail. Et, non, pas pour moi. Et puis, oui, pour vous. Et quand vous faites un truc comme ça, votre score de confiance augmente. C'est des trucs vrais, hein, on l'a fait parce qu'on pensait que c'était bien de le faire. Hein, j'ai pas fait exprès pour ça. Mais après, vous le faites et puis vous le dites et puis on se dit, ah ouais, voilà. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces pistes. Une question, sachant qu'on est dans les arrêts de jeu. Non, eh ben, très bien.
encore une table ronde, Marcel, extrêmement riche. Merci infiniment de vos interventions, de votre générosité. La table ronde s'arrête, mais la journée continue. On passe le relais cet après-midi à Hélène Boissin-Jonville pour continuer les tables rondes et la réflexion autour de la confiance et du management. Ça s'arrête pour ceux qui sont à distance et en ligne, mais ça continue en présentiel puisqu'on passe à une nouvelle séquence où on va tester un jeu qui justement met en situation éprouve la relation de confiance entre l'administration et les usagers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marcel Guénoun, vous toutes et vous tous qui nous regardez, Marcel l'a dit, la journée se poursuit sur ces enjeux de confiance. Venez assister absolument à la séquence qui démarre à partir de 14h. Comment entretenir, comment développer la confiance au sein d'une organisation. Effectivement, je serai avec votre excellente collègue Hélène Boissin-Jonville. Merci beaucoup et vous avez toujours cette adresse mail qui va apparaître en bas de votre écran et vous pouvez aussi nous poser des questions sur Twitter. J'essaierai de les relayer tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup. À très vite.